J'ai choisi, disons, le titre « La ville, zone de traduction » parce qu'en fait, il y a un phénomène qui est très, très frappant de nos jours, c'est l'importance, disons, du phénomène d'urbanisation. Mais très, très souvent, quand on parle de l'importance du phénomène d'urbanisation, on évoque très rarement la question des langues, les questions du multilinguisme, et encore plus rarement les questions de traduction. Alors, ce que je voudrais essayer de faire ce soir, c'est de voir, disons, la ville moderne, la ville actuelle, à travers l'optique de la traduction. Parce qu'effectivement, comme disait Sherry, l'une des raisons qui m'a attiré, disons, faire la traductologie, je trouve que très très souvent, que ce soit le voyage, que ce soit le cinéma, que ce soit les phénomènes de mondialisation, que la traduction nous offre des outils extrêmement intéressants, non seulement pour concevoir des problèmes qui nous touchent tous, mais pour apporter, dans certains cas, des solutions bien concrètes aux problèmes qui nous préoccupent. Donc, je voulais commencer avec quelques, disons, statistiques. Actuellement, l'ONU estime qu'il y a à peu près 50% de la population mondiale gens qui vivent dans les villes. C'est-à-dire, en 2008, il y a à peu près 50%, sauf qu'il y a des commentateurs qui disent que, en fait, ça c'est un peu sous-estimé. En 2030, on pense qu'il y aura à peu près 60% des êtres humains sur la planète qui vont vivre dans les villes. Et il y en a qui vont jusqu'à dire qu'à la fin de ce siècle, il y aura entre 80 et 90% de la population mondiale qui vont vivre dans les petites, moyennes et grandes villes. Alors, on peut dire que donc, statistiquement, sur le plan quantitatif, que l'urbanisation de la population mondiale est un fait. Mais je pense qu'il y a deux autres volets qui sont également très importants pour nous quand on considère l'importance de la traduction vis-à-vis de l'urbanisation de la population mondiale. Le premier, c'est la montée en importance, disons, du monde réticulaire. Le monde réticulaire, c'est le monde qui est connecté par des réseaux. Et très souvent, les réseaux, les villes représentent, disons, des nœuds très importants dans ces réseaux. C'est-à-dire que la ville où j'habite, la ville de Dublin, donc la capitale de la République d'Irlande, est beaucoup plus proche en termes d'échanges avec la ville de Londres qu'avec la ville de Cork, qui est donc au sud-ouest du pays, qui est la deuxième ville du pays. Ça c'est en République. On pourrait dire, par exemple, si on regarde l'histoire de certains pays, comme l'histoire de la France, que Perpignan, par exemple, au XVe siècle, était beaucoup plus proche de Barcelone que de Paris. C'est-à-dire que les relations que les villes entretiennent entre elles l'importance est en fonction de l'intensité des réseaux de communication. Et l'histoire de l'importance d'une ville, qui est déterminée par le nombre de ses connexions, par le nombre de ses réseaux, implique forcément, dans un monde multilingue, la question de la traduction. Un autre volet, disons, qui est important dans cette discussion, c'est ce qu'on a souvent appelé la néo-féodalisation des sociétés. C'est-à-dire, quand on parle de la perspective néo-féodale, c'est le retour en force des villes comme centre de décision et centre de pouvoir. C'est-à-dire que si au Moyen-Âge et, disons, à l'époque de la Renaissance, les villes étaient presque comme des royaumes, des républiques et des entités politiques indépendantes, très puissantes, etc. Avec la montée de l'État-nation fin 18e, 19e siècle, certes, les villes gardaient une certaine importance, mais elles n'avaient pas d'importance d'autre part, à cause de la puissance de l'étendue de l'État-nation. Mais ce qu'ont constaté un certain nombre de politologues et de sociologues, c'est un peu le retour en force
de la ville comme entité politique indépendante, c'est-à-dire que Londres, comme place financière, fonctionne presque d'une manière autonome vis-à-vis du reste du Royaume-Uni. C'est-à-dire les liens entre Londres et d'autres capitales financières de la planète sont infiniment plus importants que les liens que peuvent entretenir Londres avec la ville de Newcastle, de Manchester, de Liverpool, etc. Donc, en fait, ces trois choses-là, l'importance quantitative de l'urbanisation, la montée en puissance, disons, de la société réticulaire et la néo-féodalisation des sociétés et de l'État-nation, sont des choses qui indiquent pourquoi la ville est devenue un enjeu capital pour toute personne qui réfléchit aux réalités plurilingues et à la question de la traduction. Bon, alors si on met donc l'importance de la ville à côté d'un autre phénomène dont on parle énormément ces temps-ci, c'est l'intensification des flux migratoires. Hein. C'est-à-dire que sur la planète actuellement, l'ONU estime qu'entre 2005 et 2050, il y aura à peu près une centaine de millions d'immigrés qui vont arriver dans les sociétés dites développées de la planète. Et là encore, on pense que ces chiffres sont largement sous-estimés. Alors, donc, ce que vous avez, c'est à la fois donc, ces villes qui deviennent de plus en plus importantes, et non seulement ces villes grandissent, mais il y a une sorte de complexification linguistique et culturelle de ces villes à cause de l'importance continue et croissante des flux migratoires. Donc, quelles sont les questions qui sont posées à nous comme gens qui habitent les villes et comme gens qui doivent penser et réfléchir à la question de la traduction? On pourrait dire qu'il y a deux questions. C'est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, communiquer ensemble, comment avoir donc une communication entre les populations différentes qui vont habiter ces villes, mais comment en même temps est-ce qu'on va pouvoir garder l'identité, la spécificité, la différence qui constitue à la fois l'identité des personnes et la richesse de ces villes. Une autre question que je voudrais ajouter, c'est quel est le rôle que vont jouer les technologies dans cette... c'est-à-dire, quand on parle des villes de notre siècle, on parle des entités qui sont construites, donc en béton, en bois, en acier, etc. On parle des gens qui vont habiter ces villes, mais il faut quand même ajouter une troisième dimension actuellement, qui est la cité, la ville virtuelle, c'est-à-dire cette autre existence qu'a la ville, et quel est donc, sur le plan conceptuel et sur le plan pratique, quel va être le rôle qui va être joué par les technologies. Donc, si je parle de la ville comme zone de traduction, je veux essayer avec vous ce soir de concevoir, ou d'essayer de concevoir la ville comme zone de traduction. Pourquoi? Pour essayer d'esquisser, d'élaborer, de suggérer une sorte de troisième voie entre la ville qui est présentée comme une sorte de coexistence de solitude langagière, ou la ville comme melting pot, comme les Américains, comme une sorte de creuset où toutes les langues sont fondues ou assimilées dans la langue des plus forts. Donc en fait, est-ce qu'on peut, en traduction et en traductologie, essayer donc avec une sorte de troisième voie, d'éviter ce que j'appellerais l'éternel paradigme ou l'éternelle problématique binaire, c'est-à-dire d'un côté une perspective universaliste, c'est-à-dire que tout le monde va parler la même langue, basta les différences, ça complique, c'est un obstacle pour la communication, ou une
perspective utilitariste où c'est un peu le repli sur soi, on garde ce qu'on a, on reste, disons, à l'abri des cloisons langagières ou autres. Donc, est-ce qu'on peut voir une autre perspective qui va au-delà de ce genre de choix? Si je regarde par exemple un pays comme le mien, depuis donc l'Irlande, quand j'étais petit, les seuls étrangers qui venaient nous voir, c'était des étudiants espagnols qui arrivaient en été. Les pauvres qui étaient absolument dégoûtés, ils arrivaient les bronzés et de ces pays de soleil, et de voir au mois d'août et au mois de juillet la pluie tomber sans arrêt. Et puis dans la belle langue espagnole, ils déploraient l'existence de ces nuages tellement bas, etc. Donc c'était à peu près les seuls étrangers qui venaient nous voir, parce que une fois j'avais demandé à mes étudiants en France, j'avais enseigné mon nom en France, et je dis, est-ce que vous pouvez me donner 3 mots pour décrire l'Irlande? Donc le premier c'était bière, donc beer, donc c'est encore l'anglais, donc beer. Après c'était mouton, cliché. Et puis après bombe. Non, donc je dis bombs. Et effectivement, donc, avec le conflit en Irlande du Nord, c'était pas pour engager les gens à venir nous voir parce qu'ils pensaient qu'on se tapait dessus pour des histoires de religion, donc ça, c'était pas très pittoresque. Donc, en fait, c'était un pays, et puis c'était une crise économique continue. Ça a beaucoup changé, disons, ces dernières années. Depuis l'an 2000, il y a à peu près 750 000 personnes qui sont arrivées dans la République. Maintenant, il y a à peu près 10% de la population qui sont d'origine étrangère. Donc, ça fait un gros changement. Mais le changement le plus frappant, c'est le changement, disons, sur lequel je voudrais qu'on médite un peu dans le cadre de l'urbanisation, c'est le changement linguistique. C'est-à-dire que maintenant, on estime qu'il y a dans la ville de Dublin à peu près 160 langues différentes. C'est-à-dire que les services de santé, la police, etc., ils embauchent des traducteurs et des interprètes pour travailler avec à peu près 160 langues. Alors, pourquoi la question de la traduction est-elle importante quand on pense à la nature de la ville contemporaine? Je dirais qu'il y a 2 raisons immédiates et une autre, disons, un peu plus conceptuelle. La première, c'est que les questions de traduction et les questions de langue sont des questions de vie et de mort pour des populations qui arrivent dans des villes qui parlent une autre langue. Si par exemple on regarde des études qui ont été effectuées dans les hôpitaux suisses par un certain nombre de médecins et de spécialistes, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand il n'y avait pas des services d'interprétation, quand il n'y avait pas la traduction de documents, les malades étrangers ne revenaient pas pour les consultations nécessaires. Il y avait, disons, en ce qui concerne les mammographies, les prises de sang, etc., le taux était beaucoup plus bas chez ce qu'on appelle les allophones, des gens qui parlaient une autre langue que l'une des langues suisses. Et il y avait des gens qui statistiquement mouraient parce qu'ils n'avaient pas été suivis. En Autriche, il y avait des études qui ont été effectuées sur les demandeurs d'asile. Et il y a un certain nombre de ces demandes qui ont été refusées. Des gens par la suite ont été déportés et ont été exécutés, assassinés dans leur pays d'origine. Donc en fait, avoir accès à la traduction, avoir accès à l'interprétation, c'était vraiment, dans un certain nombre de cas, une question de vie ou de mort. Donc, en fait, il y a une certaine urgence à penser cette dimension de la traduction dans les phénomènes d'urbanisation dans le contexte des flux migratoires. Mais je dirais qu'il y a une autre problématique qui est suggérée par traduction et ville,
qui est la notion de... Très souvent, quand on parle traduction, quand on parle ville, quand on parle urbanisation, le mot qu'on emploie, c'est culture. Hein. On parle des différences culturelles, on parle de multiculturalisme, etc. Terry Eagleton, qui est un penseur anglais, il a dit que un moment, dans les sociétés, on pensait que Dieu était la fondation de tout, était le fondement de tout. Tout était, devait son origine à l'existence divine, à la présence divine. Après, avec la désacralisation des sociétés, c'était la nature, c'était qui garantissait, qui était une sorte de fondement de tout, la nature humaine qui avait des caractéristiques, et donc c'était ces caractéristiques qui donnaient des droits aux êtres humains, etc. Il a dit de nos jours, en fait, c'est la notion de la culture qui a un peu remplacé ça, qui est devenue une sorte de fondement de tout. Et quand on parle des groupes dans les villes, on parle des gens qui ont des cultures différentes, qu'il faut négocier entre ces différentes cultures. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en fait, cette notion, est-ce que ce concept est suffisamment efficace ou opératoire pour nous pour penser la vraie complexité des villes? Et en fait, c'est peut-être l'insuffisance du concept de la culture qui expliquerait pourquoi la traduction, qu'il faut penser la traduction de façon de changer un peu les arrangements qu'on peut avoir dans la ville. Parce qu'en fait, si on se demande pourquoi, si j'avais ce groupe il y a 30 ans, ou 35 ans, je vous aurais parlé des histoires de classe sociale, je vous aurais parlé de la lutte des classes, je vous aurais parlé des capitalistes et la lutte socialiste. La notion de classe aurait été centrale sans doute dans ce que j'aurais dit. Actuellement, si on fait une conférence, c'est la notion de culture qui est évoquée. Et pourquoi? En fait, l'une des raisons pour lesquelles cette notion est devenue très importante, c'est que on a dit dans les années 60 et les années 70 que l'égalité sans la reconnaissance de la différence était l'inégalité avec une différence. C'est-à-dire que si on disait que tous les gens étaient égaux dans la société, mais si on ne reconnaissait pas le fait que les gens avaient des idées différentes, avaient des origines différentes, parlaient des langues différentes, en fait, ça, c'était pas une vraie égalité, c'était une sorte d'inégalité qui était cachée, parce qu'en fait, ce que ça impliquait, c'était qu'on allait ressembler au plus fort dans la société. C'est-à-dire, la seule différence qui était admise, c'était la ressemblance au plus fort. Donc, il y avait toutes ces luttes pour l'identité à la spécificité culturelle, que ce soit la lutte pour la langue gaélique chez nous, que ce soit la lutte pour la langue française au Québec et au Canada, que ce soit la lutte pour le droit des peuples autochtones en Amérique latine. Tout ça, c'est au nom d'une conception de l'égalité qui impliquait la reconnaissance de la différence. Et donc la notion de citoyenneté multiculturelle est la raison d'être, le pourquoi, ce qui légitimait l'accès aux services d'interprétation et de traduction. Le problème, évidemment, avec cette perspective-là, c'est ce qu'on a souvent appelé les dérives de la politique identitaire. C'est-à-dire que, par exemple, en Irlande du Nord, il y a l'accord de paix entre la communauté catholique et la communauté protestante, la communauté irlandaise et la communauté britannique, et donc, ce qu'on a mis dans les accords de paix, c'est que chaque communauté a le droit de parler sa propre langue, soit le gaélique, l'anglais, a le droit de pratiquer sa religion dans toutes circonstances, le protestantisme, le catholicisme, etc. Donc, ces communautés ont des droits, ont le droit à leurs différences.
Le problème, c'est que si vous êtes un catholique athée, si vous êtes un protestant bouddhiste, si vous êtes, disons, un catholique qui n'a jamais pris un très très beau de Gallique de sa vie, où est-ce que vous allez trouver? C'est-à-dire que vous êtes mis dans une sorte de case, vous êtes mis dans votre groupe, et tous vos droits viennent de l'appartenance à ce groupe. Vous avez vos droits en fonction de cette appartenance au groupe. Donc, c'est un petit peu l'impasse d'une certaine politique identitaire qui venait d'une certaine conception multiculturaliste. Donc, la solution qui a été proposée, c'est la communication interculturelle, où là, on admettait qu'il y avait une sorte de possibilité, disons, d'avoir un dialogue entre les communautés. Les communautés n'étaient pas fermées, qu'il y avait l'ouverture des communautés, il y avait le contact, il y avait l'interaction entre les deux, mais là aussi, disons, il y avait deux conceptions. Il y avait ce que j'appellerais la conception fonctionnaliste, et ça c'est un peu du genre, oui, vous allez à Tokyo, et vous savez que vous êtes invité à Tokyo, il faut enlever vos chaussures en entrant dans la maison. Si vous allez à Paris, il ne faut absolument pas porter des chrysanthèmes à la maîtresse de maison parce que c'est associé aux enterrements, aux cimetières, etc. Donc, elle va être extrêmement froissée, vous arrivez avec les chrysanthèmes. Et vous achetez des petits bouquins, puis c'est indiqué. Donc, c'est ce qu'on appelle la conception fonctionnaliste de la communication interculturelle, ou comment ne pas être Gaston Lagaffe quand vous vous déplacez à l'étranger. L'autre conception, c'était la conception post-structuraliste, qui était la notion que, en fait, dans tout rapport entre groupes et entre les individus dans ces groupes, il y avait des rapports de pouvoir, il y avait des rapports d'égalité, des rapports d'inégalité, des rapports de subordination, des rapports hiérarchiques, etc. Donc, quand il fallait penser les relations entre les groupes, il fallait penser ça en fonction des relations de pouvoir. Alors, le problème, c'est que très souvent, quand on évoque la notion de culture, c'est très souvent cette réalité post-structuraliste, cette présence de la dimension de pouvoir est souvent cachée. C'est-à-dire qu'on a une sorte de célébration de la diversité, de l'épanouissement multiculturel, de la diversité, et on montre Dublin, ville multiculturelle, Montréal, ville multiculturelle, Londres, ville... donc on a ces images qui sont présentées des différentes communautés en train de danser, de chanter, etc. Mais ce qu'on n'a pas dans ces images-là, c'est les rapports de pouvoir entre ces groupes. Et je dirais que l'un des enjeux les plus importants dans l'exercice du pouvoir, c'est justement l'accès aux langues, l'accès à la traduction. Et dans ce cas-là, je dirais qu'il y a deux façons de concevoir ou de voir la traduction en milieu urbain. Il y a ce que j'appellerais la traduction d'assimilation, ou l'assimilation traductionnelle. Disons, ça c'est une facette, et l'autre c'est ce que j'appellerais l'accommodation traductionnelle, ou l'art d'accommoder la traduction. Commençons d'abord par cette histoire d'assimilation traductionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Récemment, des sociologues ont publié des statistiques. Ils ont étudié les ouvriers dans le bâtiment. Hein. Donc, c'était à Copenhague,